très heureux de vous accueillir pour ce Café Nil, qui est un Café Nil exceptionnel, qui est consacré aujourd'hui donc au rapport chargé produit 2027 de l'assurance maladie. C'est un rendez-vous auquel on est particulièrement attaché chez Nil, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, la CNAM nous fait l'honneur de venir présenter chaque année ce rapport. Donc je tiens à l'en remercier chaleureusement ici parce que c'est un rendez-vous important à la fois pour décrypter les orientations de l'assurance maladie, comprendre les priorités pour le prochain PLFSS, mais aussi pour tout ce qui concerne la réflexion sur l'évolution du système de santé. Et puis cette Bonjour. année, peut-être, il y a un petit peu un contexte un peu particulier. Il y a un contexte budgétaire qui est assez contraint. Et puis, je crois qu'il y aura prochainement des élections en France. Donc, pour nous présenter le rapport chargé produit, aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc, Guillaume Couillard, qui est le directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins de l'assurance maladie. Et puis, Grégoire Daganry, directeur adjoint chargé de la stratégie, des études et des statistiques. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Salut Bertrand, ça va bien? Alors, normalement, il y a Antoine Mathieu Nicoli qui doit nous rejoindre également. Je te contactais par rapport au mec Alors, d'Aziz, là. C'est pour, Voilà. Il y a un micro ouvert là. Voilà, je vais tâcher Ouais. de découper tous les micros, du coup, Oui. je vous laisse la parole. Le courage. Bonne chasse au micro ouvert. Et moi, je commence le partage. Et comme ça, tu peux commencer, Guillaume. Vas-y, je t'en prie. bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On Oui. vous entend très bien. Parfait, super, merci beaucoup. Donc voilà, on démarre cette présentation qui est dédiée, et je le dis exclusivement à chargé produit. Effectivement, beaucoup d'enjeux qui sont peut-être attachés, mais aujourd'hui, on va parler de chargé produit. Donc un rapport qui a été présenté, voté par le Conseil de la CNAM il y a quelques jours. Et donc on vous rappelle pour commencer le contexte. Alors je vais peut-être aller un peu vite sur le début, mais pour rappeler quand même le cap qui a été fixé. Ce rapport, il s'inscrit dans la continuité du rapport de l'année dernière. Donc ceux qui étaient là l'année dernière ou ceux qui ont lu le rapport de l'année dernière, vous allez voir que la grille de lecture, la présentation des propositions et de l'approche se veut volontairement dans la continuité de l'exercice de l'année dernière qui s'inscrivait dans une perspective pluriannuelle à 5 ans. Et donc on s'est réinscrit dans cette même perspective pluriannuelle. La situation de l'assurance maladie, c'est rappelé sur cette page, donc à la fois un système de santé qui reste performant, avec des résultats en termes d'espérance de vie intéressants, très bons, des restes à charge faibles, mais aussi un déficit de l'assurance maladie qui reste très substantiel. Alors, on a mis là les dernières prévisions. Alors, on verra comment 2026 finalement atterrit. Mais enfin, on est toujours aux alentours de 14 milliards de déficit, donc un déficit quand même très important. Et donc, c'est un peu le point de départ de notre réflexion. Alors, on peut passer à la page suivante. Et donc, je vous le disais, on s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent qui avait posé un cadre à la fois de présentation des propositions, mais surtout un cadre de lecture de l'action qu'on promeut. Donc en 3 piliers, un pilier sur la prévention, donc on avait appelé ça le défi de la décennie, et ça reste toujours le défi de la décennie. Et donc vous verrez qu'on reprend un certain nombre de thèmes sur le sujet de la prévention. Le parcours, donc les meilleurs parcours, des parcours de qualité, pour les patients notamment souffrant de maladies chroniques, et puis ce qu'on a appelé le juste soin au juste prix, qui fait masse d'un certain nombre de thématiques liées à la fois à la pertinence, au bon recours au système de santé et à la façon dont les tarifs peuvent être fixés, à la lutte contre la fraude également. Donc voilà, prévention, parcours, juste soin, juste prix, on reprend ce plan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? On a fait, alors sans être exhaustif, mais quelques rappels. Donc je ne vais pas commenter l'intégralité de cette diapositive. Peut-être sur la partie droite dire qu'on est engagé dans la personnalisation. Donc grâce à l'utilisation des données de santé dont on dispose, nous sommes en train d'ouvrir cette année, il y a à peu près la moitié
des indicateurs qui sont disponibles aujourd'hui, un téléservice qui s'appelle Suivi Prévention, qui s'adresse d'abord aux médecins traitants, qui permet aux médecins traitants de voir quelle est la situation de son patient ou de ses patients, les patients qu'il suit en tant que médecin traitant, vis-à-vis de la prévention. Donc, par exemple, est-ce que s'il est éligible, est-ce qu'il est vacciné contre la grippe, est-ce qu'il a fait son dépistage organisé du cancer, etc. Et donc, c'est ce qui est illustré par la partie droite de la diapositive. Donc, c'est un dispositif qu'on est en train de déployer. Et puis, sur la partie gauche, sont rappelées quelques actions qui ont été conduites ces derniers mois, en termes d'aller vers, hein, en termes de prévention précoce, donc à l'école, y compris avec les enfants à l'école primaire, la progression de la vaccination et l'examen bucco-dentaire. Donc, on avait parlé l'année dernière de coalition des financeurs, donc assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire. Un exemple, une illustration avec cet examen bucco-dentaire, donc cofinancé et, comme vous le voyez, avec une hausse assez substantielle sur l'année. Deuxième sujet sur les parcours, donc là encore, je ne vais pas commenter tous les chiffres, on promeut toujours l'exercice coordonné, on promeut les assistants médicaux et les expérimentations article 51. Vous avez vu, comme sont rappelés les chiffres en gros sur la droite de la diapositive, que on a communiqué au mois de juin sur des chiffres assez encourageants en termes de primo-installation des médecins généralistes libéraux, donc en forte augmentation en 2025 par rapport à 2024, pour la première fois depuis de nombreuses années. Donc on espère que cette tendance va se poursuivre. Et puis on poursuit la baisse des patients en ALD sans médecin traitant. Troisième volet, le juste soin en juste prix. Donc c'est la page suivante. Là encore, je ne vais pas commenter la totalité des chiffres qui sont marqués là, mais simplement dire que on s'est attaqué à des sujets qui étaient notamment mentionnés dans le rapport de l'année dernière, donc la fraude, on en reparlera tout à l'heure, qui augmente, de la détection augmente beaucoup chaque année, les actions vis-à-vis des arrêts de travail, on en reparlera également tout à l'heure, les actions vis-à-vis des transports sanitaires avec une évolution largement freinée en 2025 par rapport aux années précédentes, comme c'est indiqué, une division par 5 à peu près du rythme de progression de la dépense et une forte hausse du transport partagé qui était appelé de nos voeux depuis plusieurs rapports chargés produits. Et puis, diverses actions sur le médicament, notamment sur les biosimilaires. Il y aura encore différentes actions cette année et pour lutter contre les mésusages. Donc voilà un peu rapidement un petit retour dans le rétroviseur de quelques actions. Pour finir, évidemment, la transition écologique et ces derniers jours, ces dernières semaines, avec les épisodes caniculaires, nous ont rappelé l'impérieuse nécessité de ces actions. Donc, quelques exemples, on a communiqué récemment sur une étude, notamment sur le gaspillage des produits de santé. Donc, une étude qu'on a appelée Périmède. Donc, on a regardé avec la NSM les médicaments qui se retrouvaient dans le circuit de recyclage. Donc, on estimait à peu près à 500 millions d'euros les médicaments non périmés et non ouverts qui se retrouvaient dans les poubelles de Cyclamed. Et puis, différentes études, notamment différentes études en cours sur les effets des fortes chaleurs sur la sinistralité, des accidents du travail, sur les dépenses de santé, etc. On en reparlera probablement l'année prochaine. Si on passe à la diapositive suivante, pour finir sur ce coup dans le rétroviseur, le numérique, hein, donc vous savez que le numérique en santé est un peu un dénominateur commun aux trois piliers, hein. Le numérique doit aider la prévention, notamment par la personnalisation des données, doit aider la coordination des professionnels et donc les parcours, doit aider aussi le juste soin au juste prix. Donc on a plusieurs dispositifs. Mon espace santé qui continue de se déployer. Donc, on a plus de 27 millions maintenant de comptes activés. L'ordonnance numérique également. Une ordonnance sur deux est désormais numérique chez le médecin généraliste. Et puis, l'application carte vitale avec maintenant, on est presque à 3,5 millions d'activation. Et puis, on travaille avec le ministère et la Haute Autorité de Santé à la mise en application de la mesure qui avait été introduite par le rapport chargé produit l'année dernière, votée en loi de financement de la sécurité sociale sur les systèmes d'aide à la décision médicale. Voilà pour le numérique.
Alors, je le disais, le rapport s'inscrit dans la continuité. J'ai déjà parlé du plan, prévention, le parcours de soins, le juste soin, juste prix. Dans sa méthode d'élaboration, nous nous sommes également inscrits dans la continuité de la méthode de l'année dernière. Donc, on a largement associé le conseil de la CNAM et l'ensemble des membres du conseil à l'élaboration de ce rapport. Et en termes de trajectoire, on s'inscrit dans la trajectoire pluriannuelle qui a été définie dans le précédent rapport. Alors justement, pour rentrer plus précisément dans la trajectoire, on s'est livré à un exercice de projection qu'on a un petit peu complété par rapport à l'exercice de l'année dernière. Donc, vous vous souvenez qu'on avait déjà projeté la prévalence des maladies chroniques à horizon 2035. L'année dernière, on arrivait à un taux de prévalence de 43%. En refaisant le même exercice cette année, on arrive à un taux de prévalence de 44%, ce qui montre que l'augmentation, non seulement elle se confirme, mais elle s'accentue légèrement, puisqu'on est un tout petit peu au-dessus des chiffres de l'année dernière. Donc vous voyez que enfin, environ en une décennie, hein, on passe de 37,7 à plus de 44%. Et puis on a cette année ajouté un zoom sur la prévalence de la polypathologie qui suit, ça ne vous surprendra pas, la même tendance avec une augmentation, là encore, projetée, hein, du nombre de patients concernés par les polypathologies. Et vous voyez évidemment, un patient qui est concerné par la polypathologie, eh bien, il a une consommation de soins qui est évidemment substantiellement supérieure à ceux qui ne sont pas dans cette situation-là. Ces projections, elles ont servi de base à l'élaboration de différents scénarios, différentes hypothèses d'évolution. Alors, on en a peut-être s'arrêter un instant là-dessus. On a en fait élaboré trois options, trois scénarios différents. Donc, un premier scénario qu'on a appelé le scénario tendanciel, hein, donc qui, comme son nom l'indique, poursuit à la fois d'un point de vue épidémiologique et puis d'un point de vue aussi tendance régulation sur les coûts, qui poursuit les tendances qu'on a constatées ces dernières années. Et donc, c'est un peu le scénario, entre guillemets, de référence, le scénario de base. Ensuite, un deuxième scénario qui est scénario de régulation volontariste. Cette fois-ci, on prend non pas la tendance de régulation sur les coûts constatée sur les 5 dernières années, mais sur la période précédente, la période 2015-2019, où l'effort de régulation était un petit peu plus important que sur 2019-2024, donc scénario régulation volontariste. Et puis un troisième scénario, qui est le scénario privilégié par l'assurance maladie, qui à la fois associe une régulation volontariste et aussi un virage préventif, donc qui en fait se traduit par une action, une inflexion sur la prévalence des pathologies, et notamment des pathologies chroniques. Et donc là, on fait l'hypothèse que cette prévalence, elle est figée, elle cesse de progresser. Et qu'est-ce que ça donne en chiffres? Donc c'est là, c'est une étude aussi un peu originale dans ce rapport. On est parti de ce qu'on appelle la cartographie. Donc la cartographie, vous savez, c'est ça fait presque une dizaine d'années maintenant qu'on fait ça dans les rapports chargés produits. C'est ce qui permet d'attacher des euros à des pathologies. Donc les pathologies cardiovasculaires, ben, ça pèse tant dans la dépense, les pathologies psychiatriques, ça pèse tant, les cancers, ça pèse tant, etc., etc. Donc c'est ce qui permet de raccrocher la dépense à des pathologies. Alors ça concerne, c'est pas tout à fait exactement le même périmètre que l'Ondam, parce qu'il y a certaines dépenses de l'Ondam qu'on n'arrive pas à raccrocher à des pathologies, mais ça nous fait quand même une bonne base de départ qui est donc de 210 milliards d'euros en 2024. Et que se passe-t-il quand on la projette dans les trois scénarios? Le scénario 1, vous voyez donc le scénario tendanciel, on progresse de 60 milliards d'euros à horizon 2030, et donc une progression des dépenses dans le PIB de 0,7 points. Si on fait de la régulation, si on fait ce qu'on appelle le scénario régulation volontariste, vous voyez qu'on infléchit la dépense d'une quinzaine de milliards d'euros, donc on a toujours une progression, et toujours une progression dans le PIB avec la régulation. Et en fait, on voit bien qu'il faut les deux piliers, il faut à la fois la prévention et la régulation pour arriver à maintenir une dépense dans le PIB qui est à peu près constante, vous voyez, plus 0,1 point. Donc c'est quand même une dépense qui est en progression, hein, puisqu'on passe de 210 milliards à 245 milliards à horizon 2030, mais qui permet de conserver une part dans le PIB à peu près stable. Et on voit qu'on arrive à ça
uniquement en le jouant sur les deux leviers, le levier de la régulation et le levier de la prévention, une prévention volontariste. Voilà pour les simulations macroéconomiques. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans les propositions, et donc en commençant, comme je vous le disais, par la prévention, donc la grande cause de la décennie. Donc, on a cette année fait une étude assez originale avec l'OCDE, donc en partenariat avec l'OCDE, pour regarder un sujet une question qui est souvent posée, qui est quel est finalement le retour sur investissement de la prévention. Donc, comme on dit, quel est le ROI? Et donc, on a, avec l'OCDE, passé un certain nombre de mesures à la moulinette, une grille d'évaluation à la fois donc une grille d'évaluation médico-économique, hein, à la fois sur le plan, je dirais, épidémiologique et puis sur le plan financier aussi. Et donc, quelles sont les mesures qui ressortent le plus fort? Mais il y a d'abord le Nutri-Score, hein, le Nutri-Score obligatoire, qui a l'impact le plus fort avec les bénéfices économiques et sanitaires très élevés. Ensuite, la prévention des risques cardiovasculaires. Et puis, enfin, les programmes d'éducation à la santé mentale en milieu scolaire, donc chez les enfants. On va revenir sur ces trois sujets, mais vous voyez que ce sont des sujets qui avaient déjà fait l'objet de précédents développements dans les rapports chargés produits les années précédentes. Alors, sur l'alimentation, on a décidé de reparler cette année du Nutri-Score. Vous saviez qu'on en avait déjà parlé en proposant sa généralisation et son caractère obligatoire pour tous les produits emballés. Donc, on a repris cette proposition en l'enrichissant de nouvelles études. Vous voyez que l'impact, évidemment, sur enfin, des régimes alimentaires sur les maladies chroniques n'est plus à démontrer. Et puis, on a cette année aussi fait un focus sur l'alimentation ultra transformée. Donc, 35% des apports caloriques totaux de la population française proviennent de l'alimentation ultra transformée, ce qui est maintenant largement démontré comme étant mauvais sur le plan de la santé. On a appris aussi, vous voyez qu'on est, comme toujours sur les produits, on est cherché à l'étranger quelques éléments de comparaison. On a pris l'exemple du Chili avec cette étude sur les enfants. Et donc, cette année, on propose de s'appuyer sur une génération du Nutri-Score et d'enrichir le Nutri-Score avec une bannière qui signalerait un produit ultra transformé afin de bien informer les consommateurs de ce qu'ils sont en train d'acheter. Ça, c'était pour l'alimentation. Deuxième sujet, un autre sujet bien connu, qui est celui du tabac. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc là, on passe sur, évidemment, c'est un facteur de risque de nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires, mais pas que, de nombreux cancers également, d'autres pathologies. Et donc, se rappeler que la France fait partie des pays de l'OCDE qui comptent le plus grand nombre de fumeurs dans sa population adulte. Et donc, deux propositions qui concernent le tabac. La première, c'est de créer une génération sans tabac. Donc, on n'est pas allé très loin, on a juste traversé la Manche pour s'inspirer de ce qu'ont fait les Britanniques en votant le 21 avril dernier une loi interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009. Et donc on propose de s'inspirer de cette loi et progressivement créer des générations sans tabac. Et puis la deuxième proposition concerne ceux qui sont aujourd'hui fumeurs et notamment avec une pathologie fréquente, c'est la BPCO. Et donc une proposition qui vise à favoriser le dépistage de la BPCO par la spirométrie en facilitant le fait que cette spirométrie soit réalisée par des infirmières. Voilà pour le sujet du tabac. Troisième sujet, on en a dit un mot tout à l'heure, le sujet des jeunes, et notamment des dépistages chez jeunes. Alors, deux sujets. Le premier, c'est le dépistage des troubles visuels et du langage à l'école. Donc là, on est plutôt sur des jeunes enfants, école maternelle. Et donc, la proposition, c'est d'intervenir en complément des PMI, puisque aujourd'hui, on a un petit peu moins d'un quart des enfants de maternelle, 22%, qui ne sont pas couverts par des bilans de santé de la PMI. Donc, on a expérimenté des interventions en complément, donc des interventions de l'assurance maladie via des orthophonistes et orthoptistes pour dépister ces troubles du langage et ces troubles visuels à l'école. Et donc, on préconise d'aller plus loin et ainsi de couvrir toute la classe d'âge. Et puis, la deuxième proposition concerne la santé mentale.
puisque vous savez que la santé mentale des jeunes s'est beaucoup dégradée depuis le Covid. Et donc, on propose de généraliser différentes expérimentations Article 51 qui concernent cette santé mentale, donc notamment la facilitation du dépistage et puis ensuite de la prise en charge autour du médecin traitant et en permettant au médecin traitant d'avoir accès à des ressources expertes de type psychiatre ou spécialisée en psychiatrie. Voilà pour ces sujets santé mentale des jeunes. Si on passe à la diapositive suivante, voilà, donc je vais passer vite. Donc, sont les différentes propositions, donc le Nutri-Score, la cigarette, les dépistages, comme je viens d'en parler, troubles visuels et du langage, troubles de la santé mentale, la spirométrie pour la BPCO. Et puis, page suivante. Voilà, on passe donc à la deuxième grande partie de ce rapport. Donc, première partie sur la prévention, deuxième partie sur les parcours. Donc, cette page rappelle la philosophie dans laquelle on s'inscrit. Donc, il ne vous surprendra pas, une philosophie basée sur la gradation, hein, comme on dit, la gradation des soins. Donc, avec un premier recours qu'on s'attache à structurer autour du médecin traitant, avec un certain nombre de ressources à disposition, notamment à travers les structures d'exercice coordonnés, les maisons de santé, les centres de santé et un certain nombre d'autres dispositifs, comme le service d'accès aux soins, le SAS, et puis les CPTS qui font le maillage territorial, et puis ensuite le soin spécialisé, et puis le soin hospitalier quand c'est évidemment nécessaire. Et l'idée, c'est d'organiser au maximum la ville pour pouvoir avoir des prises en charge de qualité des maladies chroniques pour les personnes proches de leur domicile. Alors, sur les développements de cette année, on a fait plusieurs développements particuliers sur les parcours. Alors, en commençant par ce qu'on a appelé l'engagement patient. Donc, l'engagement patient, c'est quoi? C'est permettre aux patients d'être pleinement acteurs de ses soins et notamment tout simplement en utilisant des questionnaires hein, qui sont faits pour ça. Alors, il y a deux types de questionnaires. Il y a les questionnaires de l'expérience patient. Donc, l'expérience patient, ça peut simplement consister à demander au patient s'il a pu poser toutes les questions qu'il avait envie de poser, s'il a eu des réponses, s'il a compris ses réponses, si les interactions se sont passées facilement avec les différents professionnels qu'il a pu rencontrer. Et puis, il y a aussi des questionnaires qui concernent cette fois-ci le résultat des prises en charge, les attendus du patient. La littérature maintenant internationale est assez riche de démonstrations que plus on tient compte des attentes des patients et de son avis et de son retour sur les traitements, et mieux c'est en termes d'observance, mieux c'est en termes de qualité de vie. Donc, selon ce que raconte le patient, peut-être on va regarder la qualité du sommeil, on va regarder sa capacité à reprendre une activité sportive, à se déplacer, à reprendre une activité professionnelle, etc., selon ses priorités, selon ce qu'il exprime et selon la manière dont il vit son traitement. Donc, on s'est appuyé sur des expériences à la fois à l'étranger, Canada, Danemark, Pays de Galles, et puis aussi des expériences en France via des expérimentations Article 51. Ce souhait d'associer le patient à sa prise en charge de façon, je dirais, active ou proactive, elle se développe de plus en plus à l'hôpital et notre souhait, c'est que ça développe de plus en plus en ville de façon plus systématique. Voilà, donc pour ce premier développement. Le deuxième développement concerne, ça ne vous étonnera pas, le parcours des personnes âgées, ou plutôt les parcours des personnes âgées. Donc, avec différents focus dans le rapport. D'abord, on a regardé les maladies infectieuses et notamment les maladies de type pneumonie, infection à pneumocoque. Et aujourd'hui, moins de 20% des personnes de plus de 65 ans sont vaccinées contre le pneumocoque. Donc, il existe une vaccination. Cette vaccination elle nécessite qu'une seule dose, une seule prise. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a presque 250 000 hospitalisations par an liées à ce type d'infection. C'est environ 3 milliards d'euros par an. C'est évidemment une expérience extrêmement difficile à vivre pour les personnes concernées. Et donc, on appelle à une grande campagne de vaccination contre le pneumocoque.
pour améliorer ce taux, cette couverture vaccinale, notamment des personnes de plus de 65 ans. Et ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est nous avons regardé la santé mentale et notamment la prise des traitements de type benzodiazépine. On en reparlera un petit peu plus loin dans la partie juste soin au juste prix. L'idée là, c'est de mettre l'accent sur à la fois le nombre de personnes. Donc, vous voyez un quart des personnes de plus de 65 ans concernées par un traitement benzodiazépine et parfois des traitements qu'on a un peu de mal à arrêter ou à substituer. Donc, la proposition est de faciliter le recours au dispositif Mon Soutien Psy. Vous verrez qu'il y a une autre proposition plus loin dans le rapport sur la facilitation de l'arrêt des traitements via la mobilisation des pharmaciens. Troisième élément, les maladies neurodégénératives avec la question du diagnostic et de l'accès diagnostic. Souvent, on constate un retard diagnostique important pour ces maladies. Et donc là encore, l'idée est de s'appuyer sur une expérimentation article 51 qui a fait ses preuves et qui permet donc de diagnostiquer plus rapidement dès l'apparition des premiers symptômes ces maladies de type Alzheimer ou apparentés. Et enfin, deux études qui concernent les parcours plus hospitaliers ou en établissement. Première étude qui concerne les soins médicaux de réadaptation. Donc avec notamment un accent on a regardé sur les séjours particulièrement longs, donc de plus de 60 jours. Et ça ne vous surprendra pas, ils sont souvent concernés par l'attente de places en aval. Donc la proposition est d'étendre un dispositif qui existe déjà dans certaines régions, de dispositifs d'hébergement temporaire pour permettre aux personnes âgées qui sont sortants, dont l'état médical ne justifie plus une hospitalisation, mais qui doivent par exemple attendre la mise en place d'une infirmière, du aide à domicile, etc. Donc de pouvoir bénéficier de ces places d'hébergement temporaire en attendant que la mise en place des solutions à domicile se fasse. Et puis enfin, une étude sur les résidents d'EHPAD et sur l'hospitalisation et comment éviter ces hospitalisations lorsque c'est possible. Enfin, dernière étude sur cette partie parcours, sur l'activité hospitalière, on essaie de regarder ce qui s'est passé avant-après Covid, donc entre 2017 et 2023. Donc, vous voyez ici les chiffres un petit peu généraux, donc augmentation du nombre de séjours, diminution du nombre lits et places et augmentation des personnels. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé euh, dans, euh, en distinguant les différents types d'établissements. Vous voyez sur la diapositive, une, une, euh, une réalité assez différente selon qu'on regarde les établissements qui ont plus de 20 000 séjours annuels, donc c'est en vert clair. Vous voyez qu'une activité par lit qui augmente, et une activité par lit en quelque sorte, toute chose égale par ailleurs, qui reste à peu près stable. Donc on voit que ce sont des établissements qui ont connu évidemment une forte perturbation de leur activité au moment du Covid, mais qui ensuite, en quelque sorte, sont revenus un peu à l'état antérieur et même ont commencé à même ont un petit peu amélioré leurs organisations. C'est pas du tout le cas sur une réalité extrêmement différente pour les établissements qui ont moins de 5000 séjours annuels. Vous voyez qu'il y a une baisse importante de l'activité par lit. Vous voyez la courbe qui est sur la droite qui traduit la baisse au moment du Covid, donc en 2020, 2021, et ensuite une activité qui reste basse, une activité par lit qui reste basse au niveau de 2021. Et donc on voit que ces établissements-là, eh bien, ils ont été évidemment fortement impactés, comme les autres, hein, quelque part, mais qu'ils ont beaucoup plus de mal à revenir à l'état antérieur. Alors on continuera probablement ces études dans les éditions à venir sur les produits, mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ces patients sont plus concernés par des patients qui sont beaucoup plus âgés, avec plus de comorbidités, donc on peut s'interroger aussi sur ce qu'on pourrait faire en termes de parcours, peut-être en termes de synergie au sein des groupements hospitaliers de territoire. Là, on regarde les établissements par entité géographique, hein, pas par entité juridique. Donc, ces établissements de moins de 5000 séjours, ils sont tous au sein de groupements hospitaliers de territoire. On se dit qu'il y aurait peut-être des choses à faire en termes de parcours pour aider finalement la prise en charge de ces patients qui sont plus lourds et plus complexes qu'ils ne l'étaient avant le Covid.
Donc voilà, ces pages résument les différentes propositions, donc sur l'engagement des patients, sur l'expérience, sur la vaccination. La vaccination, on a une mesure notamment qui vise aussi à faciliter la vaccination à l'hôpital, proposant de prendre en charge les vaccins. Et puis la dernière concerne la gradation des soins dans les groupements hospitaliers de territoire. Voilà pour cette deuxième partie sur les parcours, et je laisse la parole à Grégoire et à Antoine Mathieu pour la suite. Oui, donc sur le troisième pilier, hein, le juste soin au juste prix, avec une étude tout d'abord sur le médicament et notamment les médicaments en oncologie. Qui ont connu une très forte croissance, hein, ces 5 dernières années, hein, c'est plus de 10% par an pour ces médicaments-là, des dépenses nettes des remises, hein, où on est passé de 4,3 milliards d'euros à 7,1 milliards d'euros. Et donc, on s'est intéressé à ces dépenses plus particulièrement, et notamment l'amélioration et l'efficacité des traitements pris en charge au cours de cette période et qui sont arrivés sur le marché. On voit que 80% des nouvelles molécules ont été classées en ASMR 5 et donc on a un sujet à la fois d'adéquation entre les besoins et la soutenabilité de la dépense. Et également, et c'est les études qui ont pu être menées notamment avec Gustave Roussy, France Asso Santé ou la Ligue contre le cancer, également sur la qualité de vie des patients et la qualité des traitements. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une intensification des prises en charge qui a pu se faire au détriment notamment de la qualité de vie des patients. Et donc, on évoque de façon encore plus appuyée que l'année dernière le sujet de la désescalade thérapeutique et donc l'idée de réduire l'intensité ou la durée des traitements sans perdre d'efficacité et en améliorant la qualité de vie de patients. On prend l'exemple notamment des cancers du poumon, de la leucémie, cancer de l'ovaire, où on a des preuves de durée de traitement réduite ou d'intensité de traitement réduite avec des efficacités équivalentes et des qualités de vie des patients améliorées. Donc, on réitère cette proposition de mettre en œuvre la désescalade thérapeutique en trouvant notamment les moyens d'inciter à réaliser les essais qui permettraient de prouver l'efficacité des traitements réduits pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc ça, c'est le premier sujet sur plus spécifiquement les médicaments en oncologie, la désescalade thérapeutique, mais plus globalement, on s'est aussi intéressé évidemment à la déprescription, puisque comme on le sait, on a en France une consommation de médicaments importantes, notamment par rapport à nos voisins, et puis également une présence de médicaments potentiellement inappropriés, extrêmement forts et extrêmement importante chez certains patients, et notamment les plus âgés, hein, qui sont exposés très fortement à la polymédication, les patients âgés de 75 ans et plus. On voit que 60% des patients résidant en EHPAD sont exposés à des médicaments potentiellement inappropriés. C'est 42% des patients de 75 ans et plus qui sont hospitalisés, qui présentent des médicaments potentiellement inappropriés. Et donc, on a un véritable besoin d'accompagner notamment les professionnels de santé, les patients, vers une réduction des prescriptions pour pouvoir éviter les conséquences de la prise de médicaments potentiellement inappropriés. Et on voit hein, dans une étude qui a été menée par Ipsos BVA qu'un tiers des médecins généralistes peinent à mettre en place la déprescription face notamment aux résistances du patient et puis un sujet de temps aussi. Et donc, comme on le fait régulièrement dans le rapport chargé produit, on allait voir à l'étranger les différentes expériences qui ont montré la preuve de leur efficacité pour réduire la prescription, donc notamment sur le sujet des benzodiazépines, où au Canada, en Belgique, on a des schémas de sevrage qui associent notamment très fortement et de façon très étroite le binôme médecin-pharmacien et puis également le patient pour arriver à des résultats de réduction d'utilisation extrêmement importantes, hein, près de 2 tiers des patients qui réduisent très fortement leur dosage en Belgique. Et puis également, on s'est interrogé sur les bons moments, les moments où on pouvait faire un bilan des ordonnances et essayer d'arriver à avoir finalement une possibilité de réduire les médicaments potentiellement inappropriés auxquels certains patients sont exposés. Et donc en Suède, notamment et en Suisse, on voit que l'entrée en EHPAD et l'entrée en institution plus généralement sont des moments où on peut réaliser des bilans extrêmement poussés sur la prise de médicaments et puis après annuellement un suivi pour pouvoir réduire ce médicament. Donc voilà, sur le médicament, deux grands sujets, la désescalade thérapeutique, la déprescription, donc vraiment réduire plus de sobriété dans la consommation médicamenteuse.
Deuxième sujet sur lequel on a mené une analyse extrêmement poussée à la fois sur la situation française et puis également la situation en termes de comparaison internationale, c'est sur les soins de massokinésithérapie, où on voit qu'on a, et c'est un constat qu'on a partagé avec la profession en présentant cette étude, un sorte de triptyque qui n'est pas favorable à l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit l'assurance maladie avec une très forte hausse des dépenses, les masseurs kinésithérapeutes avec finalement cette forte hausse de dépenses qui ne se traduit pas en termes d'attractivité de la profession avec des honoraires et puis des revenus qui stagnent avec, en lien notamment avec la très forte démographie de nombre de professionnels et puis des patients qui, dans certains territoires, ont des difficultés d'accès à certains masseurs kinésithérapeutes avec des différences de densité importantes. Et puis, dans certaines régions également, un sujet de dépassement. C'est évidemment très concentré dans certains départements et ça représente que 180 millions d'euros sur les plus de 5 milliards d'euros remboursés par l'assurance maladie, mais quand même, dans certains endroits, des dépassements d'honoraires qui exposent les patients à des restes à charge parfois non négligeables pour avoir accès aux soins de massokinésithérapie. Donc, on a des vrais sujets voilà, et donc on a mené une analyse extrêmement poussée, notamment pour essayer de montrer les marges d'évolution. Donc, on est allé voir en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, comment étaient pris en charge notamment les soins de massokinésithérapie. On voit que par rapport à la France, hein, on a finalement des soins qui sont pris, enfin une définition du champ de prise en charge qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus précis et notamment qui est disponible sur des listes positives. Et donc, on a à chaque fois une pathologie pour lesquelles on a un nombre de séances associées. Puis, évidemment, en cas de soins particulièrement aigus avec des prises en charge intenses ou des soins chroniques, on peut avoir un nombre de séances majoré pour prendre en compte ces soins lourds. Et donc, c'est tout cet équilibre-là qu'on voit dans différents pays. C'est comment articuler la prise en charge de patients lourds, de patients chroniques, avec des prises en charge, au contraire, un peu plus qui nécessitent une moins grande intensité de traitement et pour lesquels on peut avoir des séances réduites. Et donc, on voit que dans différents pays, on est plus sur une liste positive de prise en charge avec un nombre de séances associées, plutôt que, comme en France, finalement, une prise en charge qui est soumise à la prescription et finalement qui n'est pas définie de façon complètement opposable. Donc, on a voilà, essayé de définir, et je vous invite à aller lire cette étude-là, hein, qui fait 25 pages, mais qui est extrêmement dense et qui permet d'avoir une vision globale de la situation aujourd'hui des soins de massokinésithérapie et de leur prise en charge. Et donc, en termes de propositions, elle est assez rapidement, mais c'est la partie médicaments, vous dire. Donc, il y a bien le sujet de la désescalade thérapeutique qui est soulevé, le sujet également et on n'y est pas revenu dans cette présentation-là, mais il y a une étude spécifique sur Vindacel avec notamment le sujet de suivre en vie réelle les innovations thérapeutiques pour s'assurer que leur prise en charge correspond bien aux essais cliniques qui ont permis de prouver leur efficacité. Et on voit que sur Vindacel, on a certaines utilisations du traitement qui ne correspondent pas aux populations qui ont été soumises à l'essai clinique, et notamment, je pense, aux plus de 90 ans. Et donc, on resoumet l'importance d'utiliser nos données, et nos données notamment du SNDS, pour suivre l'utilisation de ces médicaments. On a le sujet de la déprescription également, qui fait l'objet à la fois d'une proposition sur le développement en ville, avec le trio médecin, pharmacien, infirmier, avec également la nécessité sans doute de mener une expérimentation avec l'Agence nationale de sécurité du médicament pour voilà, essayer de voir dans quelles conditions on arrivait à mettre en place un sevrage au long cours des benzodiazépines et quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer, notamment à travers les préparations magistrales, et puis également la déprescription en établissement avec le sujet de la sortie d'hospitalisation et le sujet de l'entrée en EHPAD. En ce qui concerne les professionnels de santé, notamment les soins de massokinésithérapie, qu'on a un certain nombre de propositions, notamment sur le sujet de la mise en place de l'Avenant 7 dans le cadre notamment de la meilleure régulation de l'installation,
Le sujet de garantir l'attractivité de la profession à travers notamment un rééquilibrage de la prise en charge entre patients complexes et patients qui ont des soins plus ponctuels. Et puis également le sujet, comme on l'a pu le voir dans différents pays, le sujet voilà, de l'opposabilité de certains nombres et durées de prise en charge par rapport à un problème en lien avec la masso-kinésithérapie. Et puis un sujet assez ponctuel sur la biologie, sur la forfaitisation, également de la prise en charge des bilans anémiques. Je vais passer la parole maintenant à Antoine Mathieu sur la partie, on poursuit dans la partie juste soins, juste prix, mais sur les prestations en espèces, notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Merci Grégoire. On m'entend bien? Tu m'entends? Oui, très bien. Donc effectivement, on termine ce tour d'horizon de ce chargé produit avec plusieurs sujets. D'abord les arrêts de travail qui avaient fait l'objet de développements importants l'année dernière dans le cadre du rapport chargé produit. On a poursuivi ces développements cette année puisque ça demeure un poste de dépense dynamique et particulièrement important, puisque vous voyez qu'on demeure autour de 7% par an, et on l'a complété cette année notre étude sur la partie accidents de travail et maladies professionnelles qui connaissent une croissance encore plus importante que les arrêts maladie classiques. Donc on a refait exactement le même type d'étude que ce qu'on avait proposé l'année dernière pour essayer de décomposer les facteurs de cette croissance. Et lorsqu'on pousse cette analyse, on a mis en exergue que sur la partie ATMP, ce qui tirait principalement la croissance des arrêts de travail liés à des accidents de travail et maladies professionnelles, c'est la durée de ces arrêts. On a plutôt d'ailleurs une prévalence en diminution, et par contre, on a des arrêts qui ont excessivement, en tout cas, qui ont énormément augmenté en durée entre 2010 et 2024, puisque vous voyez qu'on a quasiment plus de 30 jours d'arrêt supplémentaires sur les 15 dernières années, ce qui tire particulièrement vers le haut cette dépense, avec notamment les accidents de trajet qui connaissent une croissance encore plus dynamique que le reste des facteurs, ce qui nous a permis d'aller regarder un peu plus près, passer sur les accidents de trajet et notamment de mettre en exergue que le sujet des accidents de trajet liés au vélo connaissait un dynamisme particulièrement important. Ce qui n'est pas logique puisque ça se développe en termes de mode de transport pour rejoindre le travail. Mais donc, on a beaucoup d'arrêts de travail liés à ce sujet. Donc, on a formulé un certain nombre de préconisations sur ce sujet des arrêts ATMP. D'abord, des choses en termes d'expérimentation pour améliorer le suivi entre médecine du travail, médecin traitant et médecin conseil de l'assurance maladie, afin de, notamment sur les sujets de parcours en risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques, d'aller de mieux accompagner les patients et s'assurer qu'ils puissent reprendre le travail dans des bonnes conditions le plus rapidement possible. De même, on a fait pas mal de propositions pour simplifier les sujets administratifs pour le médecin sur ces sujets d'arrêt de travail à TNP, parce qu'on sait que c'est des sujets compliqués. Et puis une proposition que vous avez certainement vue cette dernière semaine, qui est le sujet d'étendre aux plus de 12 ans l'obligation du port du casque à vélo, de sorte à limiter ces accidents professionnels. Deuxième sujet de prolongement par rapport à nos derniers développements sur le sujet de la lutte contre la fraude, donc sujet majeur pour l'assurance maladie, et vous voyez, sujet en forte progression puisqu'on est passé de 300 millions d'euros détectés et stoppés en 2022 à près de 725 cette année et l'année dernière. Là encore, avec de notre volonté, la volonté de poursuivre et d'étendre un certain nombre de mécanismes qu'on a commencé à mettre en place, qui se reposent principalement sur 3 piliers. D'abord, sécuriser au maximum les flux et dématérialiser au maximum les flux. Plus on dématérialise, moins on a de fraude. Et donc, cela passe d'abord par la sécurisation de la chaîne du médicament avec le développement massif de l'ordonnance numérique et les ordonnances sécurisées. Ça passe aussi par la sécurisation des arrêts de travail. Et puis l'année dernière, on a développé les SARFA sécurisés pour ce qui est de la partie papier, et puis une hausse assez impressionnante du nombre d'arrêts dématérialisés qui doit se poursuivre. Et puis la généralisation du tiers payant contre l'usage de la carte vitale, puisque chaque fois que la carte vitale est utilisée, on a des risques de fraude bien moindres. Par ailleurs, deuxième levier qui est celui d'accroître nos moyens de contrôle et de levier de sanctions.
Vous le savez peut-être, en tout cas depuis quelques années, l'assurance maladie a développé notamment on appelle les pièges, qui sont des pôles interrégionaux d'enquêteurs et qui nous permettent d'avoir des expertises très poussées pour aller chercher les réseaux de fraude qui malheureusement s'internationalisent et deviennent de plus en plus professionnels. Et donc, on répond à cette professionnalisation par des agents, notamment ayant des travaux judiciaires avancés et des formations très avancées sur la lutte contre la fraude, notamment en ligne. Et puis, un certain nombre de mesures dans le cadre du récent PJL fraude qui augmente nos moyens et nos levées de sanctions sur ces sujets-là. Et puis, le troisième levier, qui est bien entendu comment est-ce que nous, on s'organise, y compris avec nos partenaires pour lutter contre ces fraudes. D'abord, entre services publics, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qu'il nous faut mieux partager, donc on s'organise pour cela, mais aussi avec nos partenaires, notamment des assurances complémentaires, puisque là aussi, dans le cadre du projet de loi fraude, nous avons une nouvelle mesure qui nous permet d'échanger des informations sur les cas de lutte contre la fraude, et donc on travaille actuellement à son déploiement, de sorte à essayer de mieux collaborer sur les différents dossiers de suspicion de fraude. Ça donne lieu à quelques propositions, mais qui vont dans le sens de ce que je viens de détailler. D'abord, aller encore plus loin dans la sécurisation des flux, notamment en rendant un certain nombre d'outils de facturation obligatoires et en dématérialisant le plus possible un certain nombre de flux. Donc c'est un peu technique, mais c'est des propositions qui visent à poursuivre cet objectif-là. Ensuite, généraliser au maximum le dispositif du tiers payant contre carte vitale pour l'ensemble des prestations. Que je vous le disais, plus on utilise la carte vitale, moins on a de fraude. Et puis enfin, tel que je vous disais, c'est déployer opérationnellement toutes les mesures qui viennent d'être prises dans le cadre du PJL fraude. Un rapide focus maintenant sur les territoires d'outre-mer, puisque pour la première fois, on a souhaité cette année faire une partie dédiée sur les territoires d'outre-mer, à la fois en termes de diagnostic et de propositions. Je fais très court et vous invite à lire en détail le rapport qui va beaucoup plus loin, à la fois dans les analyses et dans les propositions. Mais on a mis en exergue quelque chose qui est bien connu, mais on essaie de le documenter au maximum, à savoir des déterminants de santé, des déterminants qui sont, voilà, avec notamment des écarts d'espérance de vie à naissance qui sont dégradés dans les territoires d'outre-mer, avec notamment 4 axes qui, en termes de diagnostic, montrent des écarts importants avec l'Hexagone. D'abord, le sujet de l'alimentation, avec plus de 22% des habitants en situation d'obésité contre moins de 18% dans l'Hexagone. Ensuite, le sujet des dépistages et des vaccinations. On voit qu'on a encore, selon les vaccins, des taux de vaccination qui restent très inférieurs au reste du territoire français, notamment voilà, ça entre 20 et 30 points d'écart sur certaines vaccinations. Sur le diabète, et on le sait, c'est un risque majeur dans les départements d'outre-mer, on a quasiment 2 fois plus de risques de souffrir d'un diabète dans les départements d'outre-mer. Et puis enfin, en termes de santé mentale, qui est le quatrième axe qu'on a regardé particulièrement, on a quasiment 20% de la population qui présente des symptômes évocateurs de troubles dépressifs dans certains territoires, contre 10% sur le reste du territoire. Et donc, on voit voilà, ces 4 facteurs importants du diagnostic. On a regardé bien entendu aussi l'offre de soins, pour laquelle on a des situations qui sont bien entendu assez hétérogènes selon les territoires, mais qui montrent que on a plutôt, notamment sur les médecins spécialistes, une densité qui est inférieure au reste de l'Hexagone, mais par contre, sur les paramédicaux, des densités qui sont plus élevées que ce que l'on constate sur le reste du territoire, ce qui offre des possibilités et des idées sur comment est-ce qu'on peut peut-être mieux faire travailler ces différentes professions ensemble dans ces territoires particuliers. Ça donne lieu à beaucoup de propositions, donc je ne vais pas toutes les détailler ici, simplement mettre l'accent sur certaines qui me semblent particulièrement importantes. D'abord, bien entendu, celui des dépistages précoces. Comment est-ce que l'on va plus loin pour développer ces dépistages précoces, et notamment en s'appuyant sur cette force de frappe de personnels paramédicaux dont je parlais juste avant, et donc comment est-ce qu'on est capable d'étendre les compétences de ces professionnels pour réaliser plus de dépistage dans ces territoires ultramarins. Sur les sujets liés au taux de sucre, vous savez qu'on a des lois qui encadrent les taux de sucre dans l'alimentation, mais qui ne sont pas respectés aujourd'hui, donc on propose d'aller plus loin sur cet encadrement-là. La vaccination, bien entendu, et puis peut-être mettre l'accent sur 2 sujets importants. D'abord, le plan diabète, où on propose d'aller
a réussi à faire comme à La Réunion un plan diabète sur l'ensemble des territoires ultramarins parce qu'on sait que c'est un sujet particulièrement important. Et puis la prévention, on a dit à hauteur d'enfants, pour essayer notamment en périnatalité de prolonger un certain nombre de financements, notamment dérogatoires qui existent dans l'Hexagone, pour aller plus loin dans les territoires d'outre-mer. Je ne vais pas plus loin, je vous laisserai lire avec attention toutes les propositions qu'on a fait sur le sujet. Pour synthétiser tout cela et toute la production de ce rapport, donc se redire que on s'inscrit dans le cadre de la trajectoire de soutenabilité des finances publiques que l'on a proposée dans le cadre du rapport 2026. Donc pour les plus assidus lecteurs, vous avez certainement retenu qu'on avait proposé de faire 40 milliards d'économies d'ici à 2030 pour maintenir, ça reboucle avec ce que disait Guillaume au début, pour maintenir la dépense de santé à la même vitesse de croissance que celle du PIB. Et donc, ce rapport vient documenter cette dynamique-là, ce qui donne lieu, page suivante, à des propositions d'économie pour cette année qui s'inscrivent dans le même étiage que celle de l'année dernière, c'est-à-dire 3,9 milliards d'économies, réparties comme proposé dans le suivant, donc, avec notamment sur les produits de santé près d'1,3 milliard d'économies liées notamment à la pertinence, mais on a vu qu'on avait des vrais sujets de tarification tels que l'exposé Grégoire, et puis après une répartition qui peu ou prou ressemble à celle qu'on avait proposée l'année dernière, avec notamment des sujets de régulation sectorielle et d'indemnité journalière qui demeurent importants dans l'équilibre d'ensemble. Page suivante. Bon, là, on ne va pas tout détailler, mais c'était pour, là aussi, ceux qui se plongent le plus possible dans ce rapport, essayer de justifier, en tout cas de documenter ces mesures d'économie, en rappelant quand même qu'il y a beaucoup de mesures du rapport de l'année dernière qui entrent en œuvre en 2027 et que donc elles viennent documenter pour partie ces économies avec effet 2027. Je pense par exemple à une mesure telle que la limitation de la durée de la primo-prescription et du renouvellement des arrêts de travail qui va rentrer en œuvre en septembre 2026. Et elle aura des conséquences et des effets en 2027. Pareil sur les baisses de tarifs imagerie, par exemple, qui ont été actées cette année. Bon, voilà, il y a un certain nombre de mesures qui auront des effets en 2027 et puis un certain nombre de mesures nouvelles proposées dans le cadre de ce rapport chargé de produits qui est aussi en vocation à avoir des effets économiques dès 2027. Et enfin, je ne sais pas si je vais faire Grégoire ou si je fais, mais sur la partie complémentaire santé, on propose là aussi en lien et dans la continuité de ce qu'on a pu proposer dans le rapport chargé de produits, d'avoir un pacte, ce qu'on appelle un pacte des financeurs le plus resserré possible entre l'AMO et l'AMC, avec pour nous la réaffirmation d'un objectif important qui est celui de l'assurance complémentaire pour tous, puisqu'on a encore près de 3,5% des Français qui ne sont pas couverts par près de 4% même qui ne sont pas couverts par une assurance complémentaire. Et avec notre volonté de notre part d'aller de plus en plus loin sur des financements qui soient complètement reportés, notamment, on n'a pas trop parlé tout à l'heure, on va passer rapidement, mais dans la partie prévention, vous allez plus loin sur la vaccination pneumocoque et que cette vaccination est bien sûr coportée à MOMC en termes de financement. Et pour aller plus loin sur ces sujets-là, on propose notamment quelque chose qu'on avait déjà évoqué l'année dernière, à savoir la possibilité de proposer de la part des producteurs santé un contrat strictement responsable, c'est-à-dire qui respecte strictement les garanties prévues dans le cadre du contrat responsable, puisque ce que l'on a fait lorsqu'on a de façon détaillée ce qui est aujourd'hui proposé dans le cadre des contrats responsables, on voit qu'on a souvent des garanties qui vont assez largement au-delà de ce qui est proposé strictement en contrat responsable, et donc il nous semblait intéressant de pouvoir proposer le fait que l'on est pas strictement responsable, ce qui n'empêche pas d'avoir par ailleurs des contrats qui couvrent plus largement que ce niveau de couverture-là, mais pour avoir, on va dire, un socle de base identique pour l'ensemble des assurés. Voilà, je crois qu'on finit par cela, c'est pas de bêtises, la présentation, et donc il nous reste un peu de temps pour quelques questions. Et voir si c'était prévu comme ça. Tout à fait.
Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces interventions. On va pouvoir passer aux questions et réponses. Donc, il y a déjà plusieurs questions. Je vous rappelle simplement le principe. Vous avez la possibilité de lever la main dans la barre d'outils. Vous levez la main et on prendra les questions par ordre de levée des mains. Donc, je suppose qu'il y aura de nombreuses questions. Donc, si vous avez la possibilité de faire des questions relativement courtes, ce qui permettra au maximum de personnes de poser leurs questions. Merci beaucoup. Donc, Anne de Dan. Je vous laisse la parole. Peut-être on peut faire Anne prendre deux, C'est trois bon. questions si ça vous convient, et puis comme vous voulez. Juste, donc, Anne de Dan, moi je suis conseillère spéciale donc, reliée à l'Assemblée. Question, d'abord, merci infiniment pour cette présentation. Question très simple, comment est-ce que les économies annoncées pour l'été 26 vont ou non percuter les propositions de 27? Je pense notamment en relation avec les mutuelles. On a dit qu'on en ferait plusieurs. Alors, on prend peut-être deux, trois questions et puis Oui, si vous voulez. Michel Guilbault. Oui, bonjour, Michel Guilbault, conseil en stratégie. Je me permettais de poser une question sur des annonces assez récentes. Bon, des annonces ont été faites sur des augmentations de franchise, etc. Puis je pense aussi à l'interview du Premier ministre qui a parlé de façon assez précise du fait qu'effectivement, il fallait pouvoir se payer des médicaments innovants. Il parle même de montant en 2017, d'un nombre de thérapies qui vont arriver sur le marché. Il parle de 120 nouvelles thérapies. Et qu'en contrepartie de cela, il faut savoir moins rembourser des médicaments plus matures. Donc, je m'interrogeais sur le fait que ce soit en lien avec le rapport chargé-produit ou est-ce que c'est des éléments complémentaires qui vont être en discussion pour la préparation du budget 2027. Merci beaucoup. J'y Je vous vais, laisse Germain. répondre. Oui, j'ai une question, Germain, dans le même sens, comme je suis en 3, si tu veux. Oui, ma question, Alain Olympie, donc moi je suis militant associatif, côté patient, usager. Justement, est-ce que le politique et les annonces politiques du moment ne vont pas contrecarrer l'objectif qui est quand même, vous avez beaucoup parlé d'engagement et je vous remercie. Merci d'abord pour cette présentation que j'ai trouvée formidable, pour la clarté, etc. Déjà. Alors, sur l'engagement des patients ou des usagers, quel accompagnement vous proposez? Parce que j'ai peur qu'il y ait un petit peu de peur sur les conséquences. C'est bien de prévenir, entre guillemets, mais quel accompagnement est prévu de la part des médecins pour tout un tas de populations qui risquent d'avoir peur justement du doublement des franchises médicales? Vous passez un entretien comme je l'ai fait l'autre jour, on vous conseille par exemple des vaccins, puisque vous l'avez évoqué. Un vaccin, vous avez parlé du pneumocoque, c'est de 20 à 57 euros. J'ai regardé les tarifs, pris en charge à 65% si vous n'avez pas de mutuelle. On m'a conseillé le Zona aussi. Le Zona, 188 euros, 375 euros, 376 pour deux vaccins. Voilà, quelle prise en charge complémentaire pour tout un tas de populations qui n'a pas les moyens, qui peut être en mal, vous l'avez montré vous, qui n'a pas de mutuelle complémentaire. Donc ça risque de mettre à mal finalement ces usagers qui sont peut-être prioritaires dans la prévention, dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Donc voilà, et y compris dans évidemment les polypathologies, quelle coordination justement pour améliorer cet engagement et la responsabilisation, si j'ose dire, des usagers tels que vous la souhaitez. Alors, peut-être je vais commencer à répondre à ces questions-là. Alors, bon, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, j'insiste un peu. On est là pour présenter chargé produit. Donc, vous nous permettrez de rester dans le domaine de chargé produit. Il y a eu des annonces gouvernementales qui sont intervenues, mais il appartiendra à chacun de s'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, on va se limiter au contenu de ce rapport et à la façon dont on l'a présenté, à la façon dont ces mesures pourraient se mettre en œuvre.
Et donc après, chacun s'exprimera, le gouvernement et les parties prenantes, sur les annonces de ces derniers jours. Sur votre dernière question sur l'engagement patient et alors il y a plusieurs choses. La façon dont ça se met en œuvre, alors je crois que votre question était un peu en deux parties. Il y a une question sur la mise en œuvre de ces mesures qui est effectivement pas complètement simple, et y compris sur l'accompagnement qu'on peut apporter aux patients dans la mise en œuvre de ces questionnaires-là. C'est pour ça qu'on s'est inspiré d'expérimentations qui vont assez loin sur justement comment est-ce qu'on accompagne les patients là-dedans. Concernant la couverture complémentaire, bah, je redis enfin, Antoine Mathieu l'a dit, alors peut-être un peu vite, parce que c'est vrai que la présentation est dense, mais on redit évidemment notre souci de pouvoir au maximum permettre à chacun d'avoir une complémentaire santé. Et la proposition numéro 40, la dernière proposition du rapport de cette année, est dans ce sens-là, c'est-à-dire l'idée de dire si, si finalement il y a une offre plus importante de contrats qui sont seulement responsables, c'est-à-dire strictement responsables, donc dont les garanties se limitent aux contrats responsables, donc qui sont quand même de bonnes couvertures, qui vont pas au-delà, on se dit que ça pourrait permettre d'élargir le choix de contrats plus accessibles. En tout cas, c'est le souhait de cette proposition 40. Peut-être juste sur le médicament, peut-être revenir sur la question sur les médicaments. Euh, ce qu'on essaye de proposer ici, c'est évidemment comment assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments face à l'innovation. Donc, comment financer cette innovation-là, tout en prenant en compte, et ça fait le lien avec le sujet de l'engagement patient, la qualité de vie des patients. Et je pense que c'est ça l'étude qu'on a pu mener sur l'oncologie. C'est ça aussi qu'on montre sur l'étude de Vindakel, parce que utiliser nos données pour s'assurer que les médicaments sont utilisés là où ils ont été testés, ou en tout cas par rapport aux populations qui ont été vraiment soumis aux essais cliniques, c'est s'assurer finalement qu'on a une dépense de médicaments qui correspond aux preuves scientifiques qu'on a pu avoir et par ailleurs sur lesquelles on essaye de continuer à progresser avec leur utilisation à travers les études, notamment en lien avec la désescalade thérapeutique. Donc, je pense qu'on a besoin, on a tout un arsenal pour évaluer, pour mettre sur le marché en accès précoce les innovations, et on voit que ça marche, hein. On a mené une étude comme tous les ans sur l'accès au marché et l'impact de l'accès précoce. On voit qu'on est très bon grâce à ces accès précoces en termes d'accès à l'innovation. Maintenant, c'est créer les conditions pour que l'accès à l'innovation, elle nous permette d'avoir à la fois des résultats en lien avec nos attentes, une qualité de vie du patient qui ne soit pas dégradée, une efficacité qui soit préservée, et puis une soutenabilité face à ces dépenses de médicaments. Nous, on reproduit, hein, on a une trajectoire hein, qu'on avait proposée l'année dernière. On est dans la lignée de cette trajectoire-là. Et qui prend en compte à la fois le cycle de vie des différents médicaments. On a par ailleurs cette année quand même le dire, il y a pas mal de tombées de brevets, donc il y a ça des médicaments, mais notamment Vyndaqel d'ailleurs, hein, qui vont avoir des tombées de brevets qui vont être biosimilarisées. Donc voilà, tout ça participe à finalement la documentation des économies qu'on propose. Mais encore une fois, pour faciliter l'accès à l'innovation, il y a une innovation qui garantisse la qualité de vie du patient et la préservation de l'efficacité. Merci bien. Sur la première question, entre l'articulation entre les économies 2026 et 2027? Oui, peut-être ça, Antoine Mathieu, c'est enfin, il y avait une partie, enfin, dans la partie des économies qu'on a pu documenter, c'est vrai que c'était pour nous, c'est assez nouveau hein, de faire ça dans le rapport chargé-produit, de montrer voilà, à la fois les effets reports des économies précédentes et les nouvelles économies. Donc c'est vrai qu'on a fait quand même ce travail-là, d'être assez précis
sur les différents rendements. Mais en termes si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait des sujets de est-ce que c'est les mesures 2026 pouvaient avoir ne pas permettre de réaliser les économies en 27, mais pour moi, voilà, on a essayé de documenter l'ensemble des économies qui à la fois sont déjà mises en œuvre et vont avoir un impact en 27, et puis les nouvelles mesures d'économie qui pourraient advenir en 2027, avec évidemment, il y a toute une partie de ces économies-là qui sont des propositions aussi faites au Parlement, hein. Donc voilà, on est évidemment, c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais en tout cas, le rapport chargé-produit, c'est un rapport qui est soumis au gouvernement et au Parlement, qui est proposé et après qui permet de documenter une partie de ces économies. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre en prenant 3 questions comme on vient de le faire. Athénaïs Yerker. Oui, merci. Du coup, moi, je suis pharmacien à l'Omedit Grand Est, donc l'Observatoire du médicament, dispositifs médicaux et innovation thérapeutique. Déjà, souligner que la proposition sur la vaccination, en tout cas, va dans le bon sens, puisque c'est une demande qu'on avait énormément des établissements de santé de pouvoir vacciner tant qu'on avait les patients en service hospitalier plutôt que de rediriger vers la ville où il y a effectivement un financement, mais en attendant, il y a potentiellement des perdus de vue. Moi, j'avais une question, puisqu'on accompagne beaucoup la déprescription médicamenteuse, peut-être sur la proposition 19, de façon peut-être plus opérationnelle, comment va se matérialiser l'expérimentation, qui j'imagine va être faite à l'aide des préparations magistrales, et peut-être sur le binôme médecin-pharmacien en ville. Est-ce que on ira plus loin que la collaboration bilan partagé de médication et GL2, qui pour le moment aussi est à scope réduit, donc juste les patients de plus de 80 ans à plus de 10 lignes de traitement médicamenteux, ou voilà comment ça peut se matérialiser. Merci. Une deuxième question, Jacques Vernin. Jacques, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour, Jacques Vernin. Alors, je vous remercie pour votre présentation très pertinente. J'ai observé, moi, en EHPAD, que les médecins qui visitent les patients n'ont aucune notion de gériatrie. Et j'ai le cas d'une personne qui est rentrée, il marchait, et je l'ai vu après s'effondrer dans un fauteuil roulant et incapable de se lever lui-même. Et par curiosité, je suis pharmacien de formation, et par curiosité, j'ai regardé les prescriptions. Il avait 8 médicaments qui lui étaient prescrits, donc 3 qui lui avaient coupé les jambes. Alors, quel est le contrôle qu'il y a dans ces prescriptions dans les EHPAD? Il y a une surmédication, sans doute à l'initiative du médecin, et les infirmiers très scrupuleusement respectent sans connaître les effets secondaires des médicaments. Et là, on a des augmentations de pathologie et de durée prévisible importante. J'ai quand même une remarque au niveau des économies, parce que je regarde que au niveau de la sécurité sociale, les arrêts de travail, ça représente 21 jours par an par personne. Au niveau de la CPAM, championne toute catégorie. Alors, vous avez le record, c'est les Hauts-de-Seine, 69,09 jours par an. C'est-à-dire que ça leur fait à peu près 2 mois ou 3 mois de congé supplémentaires. La Loire, 61 jours 54. Le Nord, Roubaix, 58,52 jours. Et ça, ce sont des économies de gestion qui doivent être vues là. Ou alors ils sont tous malades, et c'est quand même très grave, ou bien il y a quand même autre chose. Et moi, je pense qu'au niveau des économies, il faudrait voir ce problème d'une manière importante, parce que ça fait partie. Alors, est-ce que ce sont je ne pense pas que ce soit des accidents du travail, ce sont des arrêts maladie, mais je pense que là, il y a quand même des économies sérieuses à faire. Dites-moi ce que vous pouvez faire. Alors, je sais pas, il y a peut-être déjà pas mal de questions là. Déjà, on peut peut-être commencer à répondre. Alors, oui,
N'oublie pas l'EHPAD. Sur l'EHPAD, donc nous en tout cas, le sujet de la polymédication et puis plutôt plus spécifiquement le point que vous citez, donc l'entrée, l'admission en EHPAD en fait, hein, et donc on l'a ciblé très précisément hein, dans la proposition 20 sur l'idée de dire qu'il faut prévoir systématiquement au moment de l'entrée à l'EHPAD une consultation de déprescription. Donc on a bien identifié ce sujet-là et ce moment un peu clé de l'entrée en EHPAD. Sur la précédente proposition, la 19, sur la déprescription en ville, effectivement, c'est une proposition d'expérimentation avec des préparations magistrales. Je ne sais pas si c'était exactement la question, Oui, je mais pense que c'est l'idée, ça, c'était c'est ouais. effectivement de réduire très progressivement les doses et ça nécessite en effet la préparation magistrale. C'est l'exemple étranger qui a été présenté tout à l'heure par Grégoire. Alors sur les arrêts de travail, alors on fait énormément de choses sur les arrêts de travail. Alors je ne sais pas si Antoine Mathieu veut prendre la question et on a beaucoup d'actions sur les arrêts de travail. Alors il y a encore beaucoup à faire, ça on peut vous l'accorder. D'ailleurs, on propose encore de nouvelles choses cette année, mais on mène quand même pas mal de choses déjà sur les arrêts de travail. Effectivement, simplement pour se redire et Il y a, sans. il y a quand même là des abus quand même. Écoutez, 69 jours, 58 jours, 61 jours, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais peut-être se redire, je ne sais pas si on m'entend bien. Je crois qu'on ne me voit pas, mais je promis, je ne suis pas sur la plage. Sur les arrêts de travail, en effet, on fait déjà effectivement énormément de choses, à la fois en termes je dirais, d'accompagnement du prescripteur sur la juste prescription d'arrêt de travail, parce que je rappelle quand même que tous ces arrêts sont prescrits par des médecins. Donc, bien entendu, il peut y avoir un certain nombre de situations abusives à l'échelle individuelle, mais elles sont, en tout cas, de notre point de vue assureur, justifiées par la prescription médicale. Mais en tout cas, on accompagne le mieux possible les médecins dans cette prescription, à la fois sur des sujets de référentiel de prescription et à la fois sur tous les sujets complexes auxquels ils ont à faire face, parce que vous savez certainement que derrière chaque situation individuelle d'arrêt de travail, il y a souvent des situations complexes d'assurés, notamment dans des situations de travail très particulières sur lesquelles le médecin n'a pas beaucoup de réponses autres que celle de la prescription. Et donc, on a notamment lancé cette année un dispositif qu'on appelle SOSIJ et qui vise à répondre à toutes ces situations complexes auxquelles le médecin n'arrive pas à répondre pour des questions administratives, pour des questions d'accompagnement social du patient, pour toutes ces questions-là. Il y a tout un aspect du travail que l'on essaie de mettre en place qui est vraiment aussi sur l'accompagnement des entreprises, parce que vous savez que beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises et qu'elles sont elles-mêmes preneuses d'un certain nombre à la fois d'éléments de diagnostic, mais aussi d'éléments pour les accompagner sur l'amélioration des conditions de travail de leurs salariés. Et puis, on a tout un pan qui est important chez nous de contrôle, à la fois des prescripteurs et des assurés. C'est près de 600 000 contrôles d'assurés par an. C'est plus de 20 000 prescripteurs qui sont plus ou moins dans notre range, qui sont contrôlés de façon plus ou moins importante, jusqu'au dispositif qui est très connu de mise sous objectif et d'accord préalable de certains prescripteurs, environ 1000, qui sont vraiment, je contrôle chaque prescription faite par le médecin. Après, tout ce dispositif-là, on va dire que chaque action, on est capable de démontrer son efficacité. Là, on t'a perdu par contre, Antoine Mathieu. Oui. Peut-être en attendant qu'ils reviennent, juste sur le sujet des prescriptions, quand même dire que normalement on devrait s'appuyer sur une expérimentation article 51, donc ça permettra justement d'aller assez loin dans l'évaluation, etc. Et puis, ça me semblait important. Je vais voir avec lui s'il revient. Mais vous Je suis l'avez là. déjà. Oui, ben voilà. Parfait, on t'entend. Bon, parfait, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Dans tous les tas de causes, je disais qu'on faisait aussi beaucoup de contrôles sur un certain nombre de prescripteurs et que simplement il fallait rappeler, et ça me semble important, qu'on a quasiment 30 millions de prescriptions d'arrêt de travail par an et que donc bien entendu on ne peut pas contrôler chacune de ces prescriptions et donc il y a beaucoup d'actions qui nécessitent à la fois
des visions individuelles, mais aussi très collectives sur des sujets-là. En tout cas, on ne manque pas d'action, si ça peut vous rassurer, sur ces sujets d'arrêt de travail. Et on en propose encore cette année. Et surtout, on déploie toutes celles qu'on a proposées l'année dernière, qui étaient nombreuses dans le cadre de rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre? Il y avait la première question qui était posée par le Médit, pardon, la personne de l'Omédit sur le sujet de la vaccination. Mais c'était la Non, il y vaccination à avait. l'établissement, mais c'était pour. Ce Ouais. que j'avais compris, que c'était plus une remarque sur la vaccination en établissement pour dire que c'était très attendu. Et donc, on est ravis que ça réponde à un besoin. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Et après, la question portait, si j'ai bien compris, sur la déprescription en ville et la mesure 19. On a répondu tout à l'heure. Donc, normalement, je pense que on a répondu à cette question. On peut peut-être prendre deux autres Parfait, donc questions. passons à la suite. Alors peut-être qu'on peut Moi, j'en commencer par la avais une. question de Yvan Tourjanski, parce que je crois que vous aviez peut-être eu il avait la main levée en premier. Absolument. Bonjour et merci, merci de ce Café Nil. Donc, je suis le président de l'URPS Kin Île-de-France et je suis aussi le président de la commission prévention de la CRSA Île-de-France, donc attentif à la prévention. Et donc, j'aurais une question sur les kinésithérapeutes, puisque vous en avez fait un point et je n'y reviendrai pas dessus sur la démographie. Mais par contre, sur les actions de prévention qui sont menées, que ce soit au niveau de la BPCO, qui était quand même une des priorités de l'Avenant 5 et de l'assurance maladie et du rôle des kinésithérapeutes dans la BPCO, avec aujourd'hui des expérimentations, notamment avec une CPTS à Louvain, sur le rôle des kinésithérapeutes, des pharmaciens et des infirmiers dans le diagnostic, notamment le dépistage avec la spirométrie. Vous avez cité exclusivement les infirmiers, donc est-ce que ça exclut les autres ou pas? Et pareil sur le Nutri-Score, donc vous faites un point important et on a une expérimentation depuis 10 ans avec l'assurance maladie sur la prévention des troubles du rachis dans lequel les kinésithérapeutes interviennent en milieu scolaire avec notamment un point important sur le Nutri-Score. Donc, est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est, entre guillemets, une volonté? Parce que vous avez cité l'expérimentation assurance maladie milieu scolaire avec les orthoptistes et les orthophonistes. Est-ce que ces expérimentations où on mobilise des kinésithérapeutes perdurent et je dirais, sont utiles justement pour arriver à moderniser, entre guillemets, ce rôle de la prévention, surtout sur ces priorités de santé publique? Louise Godino. Oui, merci, vous m'entendez? Très bien.